L'avantage, c'est qu'on a ciblé le travail qu'on allait réaliser sur tel ou tel secteur avec des plannings, ce qui fait aussi que ça ne va pas durer dans le temps. On a aussi nommé des référents parmi les agents qui étaient des interlocuteurs essentiels pour le technicien, puisque eux sont au contact de la population globale des agents de la mairie. Donc pour les remonter, c'était quand même essentiel. L'intérêt de cette démarche, moi je le vois avant tout dans un contexte global, c'est-à-dire un contexte de bien-être au travail, de volonté de lutter contre l'absentéisme, puisque les indicateurs depuis plusieurs années, avant le lancement de cette démarche, n'étaient pas très bons, ils étaient plutôt sur une pente glissante, et malgré quelques mesures comme la formation, notamment gestes et postures, on s'est aperçu que ces mesures-là ne portaient pas forcément leurs fruits, d'où le souhait et la décision de recourir à une démarche globale de prévention des TMS. Je vois aussi dans cette démarche, comme je l'ai expliqué précédemment, une démarche transversale qui permet de faire participer l'ensemble des agents via les responsables de service, via les directeurs bien évidemment, mais aussi chaque agent, puisque à travers cette démarche participative, chaque agent a été, est toujours et sera acteur de son bien-être au travail. Ce qui nous appartiendra de faire également, c'est de faire vivre cet outil, de pérenniser cette démarche dont on verra les fruits, je l'espère, dans quelques mois, dans quelques années, avec des indicateurs qui se redressent. On fera en sorte, via les instances habituelles, le CHS et le CT, de rendre compte de cette démarche, qui se traduira par une mise à jour du document unique, par une adaptation du plan de formation et puis par des points d'étape très réguliers au sein des équipes sur la perception de cette démarche. Sur les nouveaux aménagements, on essaie de penser à l'entretien futur pour limiter tout ce qui est TMS. On a beau y réfléchir en amont, on se retrouve avec des projets derrière où on doit encore remodifier des choses. Par exemple, quand on a aménagé le parc urbain, à l'origine, le projet était, toutes les parcelles étaient entourées de bordures. Hormis les gens qui faisaient de la tonte, on se retrouvait à avoir du passage de rotofil tout le long des bordures. Pour le réaménagement, on a décidé de mettre des solins, finalement, de tout traiter à zéro, ce qui permet de limiter déjà une intervention pour le même résultat. Ensuite, sur tout ce qui est création de massifs, on essaie d'utiliser beaucoup de paillage pour limiter justement les actions de désherbage derrière. Ensuite, on essaie aussi de mettre des plans de couvre-sol. On a un exemple sur un rond-point ici où tous les jardiniers étaient obligés d'y passer très régulièrement parce que le sol était assez nu. On a installé un lierre couvre-sol à grosses feuilles. Actuellement, il y a encore des interventions, mais elles sont très réduite comparée à auparavant. Sur tout ce qui est bassin d'orage également, quand on les réceptionne, on essaie ce qui n'est pas toujours évident, mais on essaie de faire en sorte qu'ils soient toujours mécanisables, qu'il y ait le moins possible de tâches manuelles à réaliser. Tout ce qui est achat de matériel, donc on essaie de faire, sur tout le matériel possible, on essaie de faire des tests aux agents. Donc, que ce soit pour une débroussailleuse, pour une tondeuse, ils font les tests, ils essaient les tondeuses, ils essaient le matériel. Et derrière, on a un retour, les points positifs, les points négatifs. Ça nous permet dans l'analyse technique derrière de permettre de rentrer les critères d'ergonomie. Au niveau du service, on arrive à choisir nos débroussailleuses, à choisir nos modèles. Parce qu'au départ, on travaillait exclusivement sur des débroussailleuses qui n'avaient pas de brancard, puis on s'est rendu compte au bout de quelques années, on avait tous des problèmes au niveau des mains. Et on a pensé que ça venait des machines, quoi. Et donc en changeant de machine, on s'est rendu compte que ça venait de ça. C'est la position sur les machines qui n'ont pas de brancard qui n'est pas une position très bonne pour travailler, quoi. D'accord. Et l'avantage de l'appareil, c'est qu'on
On a moins de pression du corps sur les genoux. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des outils qu'on a mis en place pour un peu faire la maintenance des massifs. Donc cet outil, bon, c'est un peu de la bricole, c'est une fourche bêche qu'on a coupée et qu'on a un peu réduit les dents. On l'a allégé au maximum. Il nous sert un peu de levier aussi quand on travaille, pour éviter d'un peu de solliciter nos lombaires. Mais l'avantage de cet outil, c'est qu'on va pouvoir aller en profondeur chercher le pivot des adventices, notamment les pissenlits. Voilà, l'avantage, c'est qu'on arrive à tirer parfaitement les végétaux, enfin pas tout le temps, mais on essaye du moins de tirer bien le pivot. Donc, vous pouvez nous parler des avantages et des inconvénients de cette nouvelle balayeuse que vous venez d'acheter sur la ville? Déjà au niveau de l'entrée dans la machine, le marchepied est bien placé, les poignées sont bien placées. On peut rentrer dans la machine sans problème. Et une fois dedans, maintenant aussi on ne peut plus sortir la tête à l'extérieur, donc on n'est pas tenté de sortir la tête pour bien regarder les balais. Pas avoir une position. Donc on est obligé de laisser fermer au niveau des oreilles, c'est mieux pour la protection des oreilles. Au niveau, sinon la suspension elle est plus confortable qu'avant aussi, le fauteuil aussi est mieux amorti. D'accord. Moins de choc, moins de vibrations, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui. Actuellement, on vide carrément nos corbeilles, on les vide directement dans un conteneur à la pelle. Chose que là, dans les mois à venir, on est en train de faire une fosse où on mettra une benne et où là, on pourra baigner directement dedans avec les véhicules.